3. Le rôle des pères. Le père joue non seulement le rôle de séparateur entre la mère et la fille, mais il est aussi le premier homme que connaît cette dernière. Il contribue à conditionner les relations qu'elle va instaurer avec le masculin. De façon générale, alors que la mère apporte la sécurité et la douceur à la maison, le père a pour tâche de donner des cadres à ses enfants et de les faire sortir de ce cocon douillet pour leur faire découvrir l'extérieur tout en les protégeant. C'est pourquoi son attitude est fondamentale pour sa fille et son rapport au monde. Les carences paternelles peuvent donc se révéler dramatiques pour nombre de femmes dont les relations avec le masculin ont été endommagées par un père inadéquat. Les carences paternelles. De nombreuses femmes sont à la fois pleines de tristesse, de rage et d'amertume vis-à-vis de leur père, qui leur a fait subir des relations inadéquates, parfois même dommageables, les empêchant ainsi en même temps de se sentir bien dans leur féminité et d'entretenir des rapports sains et épanouissants avec les hommes. Mon père m'a toujours ridiculisée quand j'osais affirmer que je voulais être une femme indépendante. Depuis, j'ai l'impression d'avoir vécu endormie, Mathilde. Ces pères ne se sont pas occupés de leurs filles de manière responsable et engagée. Cette attitude trop souvent immature a entraîné chez les jeunes filles la construction d'images nocives et dégradées à la fois d'elles-mêmes et des hommes, les laissant dans un sentiment d'incompréhension, parfois de rejet, qui aura des retentissements directs sur la représentation qu'elles se font d'elles en tant que femmes et sur leur représentation des hommes. La plupart vont mettre en œuvre une quête insatiable et souvent désespérée de l'amour de ce père. « J'aimerais tellement qu'un jour mon père me dise « je t'aime », soupire Johanna. Une nuit à 13 ans, j'ai eu très peur de moi. Je n'avais qu'une envie, aller étrangler mon père. Il était trop invivable, j'avais même honte de lui et il n'était jamais disponible pour parler. J'avais aussi très peur de lui ressembler, il était tellement mou. Mon père, adepte du nudisme, se promenait toujours nu à la maison, même devant mes amis. Je mourais de honte jusqu'au jour où je n'ai plus invité personne à la maison. Les pères absents. La grande majorité des femmes rencontrées déplorent l'absence psycho-affective de leur père. Cette lacune semble due à plusieurs raisons. Les mères ne leur ont pas donné leur place en tant que pères quand elles ne les ont pas abondamment méprisées, critiquées, parfois même humiliées et tellement dévalorisées devant leur fille que celle-ci n'a pu se forger une image positive du premier homme de leur vie, leur laissant ainsi toute liberté pour se construire un prince charmant. Il se peut aussi que le père ait tellement le sentiment d'être un intrus dans le couple mère-fille qu'il renonce à jouer son rôle qui est d'établir un triangle sain et nécessaire à l'équilibre de l'enfant. Le père, la mère et l'enfant. J'ai longtemps eu l'impression que mon père était indifférent à ce qui m'arrivait. Lui demandant un jour de s'en expliquer, elle m'a dit que j'étais la fille de ma mère, qu'il la laissait tout décider. C'était de sa part une preuve d'amour pour elle, Anne-Sophie. L'image du père, très négative puisque empreinte d'une absence interprétée comme de l'indifférence, inhibe la création d'une représentation positive des hommes. Le père se referme sur lui-même et déclare forfait, s'effaçant devant une mère omnipotente. Il ne trouve pas en lui l'énergie ou la volonté de prendre sa place de père et baisse les bras, abandonnant l'autorité, les décisions, le pouvoir à sa femme. À l'opposé d'un modèle masculin positif, il n'apporte aucun soutien à sa fille pour l'aider à sortir de l'emprise maternelle. Ce faisant, il donne l'image d'un homme faible, quasi inexistant, manquant, comme le dit Guy Corneau, inapte à équilibrer la relation de la mère avec sa fille et à soutenir cette dernière dans son désir de séparation et d'autonomie. Il peut aussi s'agir d'une attitude délibérée des pères trop absents, s'ils ont souvent su entourer leur petite fille d'une véritable affection et la lui exprimer par de réelles marques d'amour. Ils l'ont abandonnée quand elle est devenue adolescente, freinant considérablement le développement heureux de sa féminité et la privant de cette présence masculine si nécessaire et tant désirée. Ses pères, Guy Carnot les qualifie de prudes, parce qu'ils ont intégré l'inhibition de l'inceste, tabou universel, et qu'ils veulent protéger leur enfant d'eux-mêmes. Ils infligent à leur fille adolescente leur première grande peine d'amour, en lui refusant toute marque d'affection. Car le père prude a tendance à sexualiser toute marque d'affection ou de tendresse envers sa fille. Elle ne se sent pas aimée, ne reçoit pas ce qu'elle attend de son père. Pourtant, ses attentes sont bien légitimes. Ces pères qui n'ont de père que le nom paraissent se désintéresser de ce que vivent leurs filles, disqualifiant leur fonction. Traditionnellement, l'éducation des enfants et surtout des filles incombe à la mère. C'est ce mode d'élevage qu'il privilégie, le trouvant naturel. J'ai appris que bébé et toute petite, mon père ne m'avait jamais tenue dans ses bras. C'est pour les femmes, disait-il. Je pense aussi que c'était plus dû à sa maladresse et au fait de ne pas savoir exprimer ses émotions. Pour retenir son attention petite fille, j'ai essayé de me comporter comme un garçon. Attitude, vêtements, coupe de cheveux, sport.
Et je crois que je garde une partie de cela en moi, aujourd'hui dans mon besoin de maîtriser les choses, d'être indépendante et de me convaincre que je n'ai besoin de personne. Ariel. Un père qui s'investit totalement et uniquement dans sa vie professionnelle, un héros du travail, n'attend qu'une chose, la paix dans son ménage. Il est décrit par Clarissa Pinkola Estes comme une ombre qui se met au placard avec son manteau en rentrant chaque soir. Face au mutisme de son père, à cette carence affective, l'adolescente va penser que si son père ne s'intéresse pas à elle, c'est évidemment parce qu'elle n'est pas aimable, au sens premier du terme. Elle se déprécie et idéalise l'homme qui remplit le vide avec le fantasme du prince charmant. Silence et indifférence du père contribuent à inhiber l'installation de la confiance en elle et de l'estime d'elle-même chez la jeune fille. Elle croit devoir devenir la plus grande séductrice afin de plaire aux hommes pour tenter de réparer la relation avec son père. Ou bien elle accumulera tellement de colère contre les hommes qu'elle deviendra une amazone ou une guerrière, histoire de leur faire payer les faiblesses de son propre père. Certaines jeunes femmes ont trouvé une autre solution pour retenir une attention positive de la part de leur père. S'identifier à lui et à ses valeurs masculines de maîtrise, d'ambition et de réussite professionnelle. Quel que soit leur choix, ces femmes risquent de rester trop longtemps des adolescentes qui se cherchent et qui se trouvent comme empêchées de développer la femme qui est en elles. Face à son père absent, la petite fille, et plus tard la jeune fille, se donne un mal fou pour faire ce qui lui plairait, pour obtenir les marques d'affection qui lui manquent cruellement. Ce qu'elle aura appris à faire dans son enfance et son adolescence, elle continuera à le faire avec des hommes adultes, cherchant sans relâche à obtenir leur amour, se conduisant en bonne femme après s'être appliquée à être une bonne fille. Les pères trop autoritaires et critiques. S'il est normal, voire conseillé aux pères de savoir donner des cadres à leurs enfants et de manifester une certaine autorité, l'abus de cette dernière peut entraîner des conséquences graves chez leurs filles. Je parle des pères qui vont trop loin dans leur volonté d'apporter un certain sens de l'ordre et de la discipline à leurs enfants. Ils dépassent alors largement leur fonction qui, entre autres, est de donner la loi en nommant les interdits. Ils les privent de leur affection, ce qui ne veut pas toujours dire, encore une fois, qu'ils en sont dénués. Ils ne la montrent pas, considérant qu'ils feraient preuve de trop de faiblesse ou que ça ne serait ni très éducatif ni très viril. Eux aussi se reposent entièrement sur la mère pour s'occuper des enfants, surtout quand ils sont petits. Ils manient facilement l'ironie sarcastique pour se défendre d'exprimer quelque sentiment affectueux que ce soit. Quand il ne s'agit pas bien sûr de pères qui, inconsciemment, tentent par leur abus de pourvoir sur leurs enfants de réparer leur propre relation avec un père lui-même trop absent qui leur a manqué. Ou qui, jaloux de la relation de leurs enfants avec leur mère, se vengent en tentant ainsi d'exister par leur autoritarisme débordant. Ou encore, ils ont eu une relation déplorable avec leur propre mère et ils prennent leur revanche sur leur fille en la soumettant à un excès de sévérité à laquelle s'ajoute parfois une violence verbale totalement inadéquate. Monique a toujours cherché l'approbation de ses parents, en particulier celle de son père, qu'elle a constamment voulu ménager pour éviter ses colères. Et elle n'est pas la seule. Le père de Valérie se montrait grossier, violent, très ambitieux, très fort, mais il ne jouait pas son rôle de père. Je le détestais et en même temps, j'ai toujours cherché à le séduire par des études brillantes. Aussi pour lui prouver que je valais autant qu'un garçon, car il ne cessait de dire « une fille, c'est pas grand-chose ». Il disait à ma mère de m'habiller avec les affaires de mes frères parce que c'était plus pratique. Car certains pères ne cachent pas leur mépris et leur rejet, ceux qui ont intégré les conceptions machistes ou qui sont carrément misogynes, pour la féminité naissance de leur fille qui voudrait pouvoir s'affirmer dans la sécurité du regard paternel. Mon père m'a toujours appelé mon petit boudin. À 16 ans, mon père m'a dit « Tu n'es qu'une M, tu ne feras rien dans la vie ». Mon père a toujours été obsédé par mon poids. Quant à la violence physique, qui malheureusement existe, elle produit les mêmes ravages, mais avec une ampleur souvent décuplée. J'ai perdu ma féminité en me confrontant à mon père, déplore Annick. J'aurais vraiment préféré être un garçon pour pouvoir me battre physiquement avec lui et ne pas toujours subir sa violence comme l'a fait ma mère. Cette forme de maltraitance a des conséquences catastrophiques qui vont littéralement empoisonner les relations des femmes avec elles-mêmes, bien sûr, mais aussi avec les hommes. Leurs choix se porteront comme dans un cercle infernal sur des hommes qui le plus souvent les frapperont à leur tour. Quelles qu'en soient les raisons, ces pères trop autoritaires semblent n'attendre de leurs filles que de l'obéissance alors qu'elles espèrent, mais en vain, souvent toute leur vie, des encouragements à être ce qu'elles sont et à s'épanouir. Pourtant, j'attendais de lui de l'attention, du réconfort.
J'aurais tellement aimé qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise qu'il m'aimait et que j'étais la plus jolie des petites filles, qu'il me donne confiance en moi, dans les autres, dans la vie, qu'il m'aide à trouver les outils pour affronter la vie et le monde du travail. Mais il était tellement autoritaire et coléreux, et je m'en rends compte maintenant, très peureux, trouillard. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à la maison, il exerçait son rôle de chef de clan avec toute l'autorité requise et le manque de communication qui va avec, et qu'à l'extérieur, il passait pour quelqu'un de très communicatif et jovial. Il jouait un rôle, mais dans lequel était-il vraiment lui? Ariel. Les interdictions de sortir, de s'habiller comme elle le désire, d'avoir des amis ou des petits amis, ou qui sont tellement critiqués qu'ils sont délaissés pour avoir la paix, enferment les jeunes filles dans des rêveries romantiques irréalistes, quand elles ne se révoltent pas. Adolescente, j'étais en rébellion contre mon père parce que je n'avais aucune autorisation pour faire ce qui me plaisait. Sortie, danse, boum, petits copains, amis à la maison. Je ne demandais rien, mais une guerre non verbale a perduré jusqu'à ma majorité. Sur le plan affectif, j'ai agi en réaction à mon père, ce qui m'a conduit inconsciemment à me fermer aux autres, à ne pas être suffisamment lisible, à s'aborder sans le savoir toutes les relations affectives, et à me réfugier dans la colère contre les hommes, à leur en vouloir terriblement. Je me suis protégée et j'ai formé une carapace que personne ne pouvait franchir. Ariel. Leur rébellion peut d'ailleurs s'avérer parfois extrêmement dangereuse quand elle tombe dans l'excès de désobéissance. Elles repoussent alors toutes les limites et se mettent dans des situations très périlleuses pour leur intégrité tant physique que psycho-affective. Ainsi, plus tard, certaines reproduisent le modèle paternel et sont aussi exigeantes et dures avec elles et les hommes que l'a été leur père, si elles n'adoptent pas l'attitude totalement opposée en recherchant des compagnons avec lesquels elles se montreront soumises et dépendantes. Les pères éternels adolescents. Certains pères n'ont pas grandi. Comme les adolescents, ils sont encore en révolte contre toute forme d'autorité et, refusant toute limite pour eux-mêmes, ne savent pas en mettre à leurs enfants. La plupart des temps, ils ignorent l'autodiscipline et refusent de devenir adultes. Ils se montrent alors inaptes à prendre leurs responsabilités en tant que pères. Souvent charmants, gais, insouciants, mais négligents, ils présentent une image très agréable et leur présence est légère, contrairement aux pères précédemment décrits. Pourtant, ils contribuent à installer chez leur fille un fort sentiment d'angoisse et d'insécurité lié à l'excès de liberté qui lui est donné. En effet, comment s'appuyer sur un père adolescent ? Comment des femmes peuvent-elles respecter les hommes quand leur père s'est comporté comme le premier des enfants de leur femme ? Comme quelqu'un qui voulait avant tout se faire dorloter et prendre en charge par sa femme. Comment se sentir soutenu, protégé par un père qui appelle son épouse maman ? Comment faire confiance à un homme si indulgent ou complaisant avec lui-même ? À l'instar de Peter Pan, ses pères ont refusé de devenir des hommes adultes et l'image masculine, une fois encore, est ternie. Ils ont d'ailleurs très peur de vieillir. Ils font partie des meilleurs clients des cliniques de chirurgie plastique, des salons de beauté pour hommes et des salles de musculation. La jeune fille ne pourra que se ranger aux critiques de sa mère vis-à-vis des hommes et se mettre à rêver du prince charmant, si viril. Il est impossible pour un éternel adolescent de devenir père et de remplir la fonction paternelle. Je pense à cet homme, fils unique, qui était littéralement l'idole de sa mère, avec qui il a vécu une relation totalement fusionnelle. Il semble n'avoir jamais voulu grandir pour ne pas avoir à se séparer psychologiquement de cette femme qui, dit-il, s'est laissé mourir quand il s'est marié. Devenu père, il ne s'est occupé de ses enfants qu'en jouant avec eux, en créant une atmosphère familiale ludique et joyeuse, mais très insécurisante. Ces deux filles se disent désemparées à l'idée d'avoir à leur tour une vie affective. « Je n'ai pas envie de créer une famille, dit l'aînée. J'ai trop vu ma mère tout prendre en charge. Je suis sûre que tout aurait été plus facile si elle nous avait élevés seuls. Mon père s'est toujours conduit comme un enfant capricieux et exigeant, et nous devions, ma mère, ma sœur et moi, nous occuper de lui. » Chez ces pères adolescents attardés, la relation à l'enfant ne révèle en rien de la paternité. Les pères volages. Il existe aussi des pères donjouans qui ne se cachent pas, ou si mal et si peu, pour mener une vie amoureuse en dehors de leur vie conjugale. Il arrive que les filles apprennent leurs infidélités par hasard. Annette avait 12 ans quand elle a découvert que son père avait une maîtresse. Mais elles peuvent aussi bien les découvrir par des confidences de leur père. Surtout, ne parle pas de ça à ta mère, ou par les lamentations de leur mère qui trouve normal de se plaindre auprès de sa fille. Ton père ne m'a pas touchée depuis plus de 2 mois, tu sais bien qu'il a une maîtresse, qu'est-ce que je vais devenir ? Réponse de la fille, tu n'as qu'à faire chambre à part. Indignation de la mère, c'est tout ce que tu trouves à répondre. Réponse de la fille aux grandes dames de la mère, maman, laisse-moi, il est 3 heures du matin, ce ne sont pas mes affaires.
La jeune fille n'a qu'une envie, se boucher les oreilles, ne plus entendre cette mère plaintive, ne plus rien entendre sur ce père infidèle. Mais le poison est bien là, distillé par l'attitude une fois de plus immature de ses parents. Je ne pourrais jamais croire qu'un homme puisse être fidèle. Comment pourrait-elle réagir autrement? Ce père peut se montrer très charmant avec elle, peut-être pour échapper à son jugement ou la séduire, mais il lui est impossible de lui faire confiance. Les pères qui aiment trop leurs filles. Nous rencontrons aussi des pères qui aiment trop leurs filles, qui les tiennent tellement dans les filets de leur amour qu'elles se trouvent totalement empêchées d'aimer un autre homme. Elles n'en ont pas reçu la permission inconsciente. Prisonnières de l'amour de leur père, il leur est interdit de devenir une femme épanouie dans les bras d'un autre. Ce petit papa chéri se révèle être un véritable fléau pour la demoiselle dont il se sert pour flatter un narcissisme sans doute absent ou défaillant. J'ai peur de déplaire à mon père, confie Sabine, qui a beaucoup de mal à s'attacher à un homme. Mon père se montrait jaloux de mes copains, Hélène. Pour leur plaire et conserver leur amour, les filles vont tout faire pour satisfaire les attentes exigeantes de leur père, se tuer au travail pour obtenir une réussite professionnelle ou sportive, exceptionnelle, devenir son indulgente confidente et sa complice, devenir infiniment séductrice pour continuer à supplanter sa mère, d'autant plus que cette mère se trouve souvent dans l'impossibilité de jouer son rôle de mère, surtout quand le père fait tout pour l'éloigner. « Tu es mon sang, disait son père à Catherine, ta mère n'est qu'une étrangère. » Nous sommes là en présence d'un couple père-fille très dommageable pour cette fille, qui, devenue femme, ne voudra pas trahir son père. Mon père est l'homme de ma vie, je n'en rencontrerai aucun comme lui. Il n'y a qu'avec lui que je me sens bien. Michel. Ces maladies de la paternité sont graves, et malheureusement, elles ne sont pas rares. Plus graves encore sont les problèmes dus à des conduites incestuelles ou incestueuses de la part de certains pères, plus nombreux qu'on ne peut l'imaginer. Ces traitements impardonnables engendrent chez la femme qui les a subis, vous vous en doutez, d'immenses difficultés. Elle ne pourra vivre un développement normal puisque le traumatisme inscrit dans sa mémoire fait désormais partie de son histoire comme un fantôme qui l'accompagne. 4. L'inceste des pères. Qu'y a-t-il de pire à vivre pour une fille que d'être utilisée, trahie par son père, dont le rôle est de la protéger alors qu'il s'est servi d'elle? Qu'y a-t-il de plus douloureux pour une fille que d'être blessée si profondément, jusque dans son corps par cet homme dont elle attendait l'amour et le respect? L'inceste des pères, un crime. D'autant plus que l'inceste se produit le plus souvent dans les familles où règne un climat incestuel, c'est-à-dire où la prohibition de l'inceste n'est pas suffisamment intégrée en profondeur. Ce qui signifie que, malheureusement, cette pratique est trop souvent observée dans un même milieu familial sur plusieurs générations et qu'il n'existe quasiment pas d'inceste isolé. Je me limite à l'inceste paternel, mais nous savons bien que cette pratique n'est pas réservée au seul père. Nombre de frères, oncles et grands-pères le pratiquent quand il ne s'agit pas de l'inceste maternel, plus rare, mais existant. Comment surmonter une telle transgression, un tel abus de pouvoir de la part de ces pères pervers? Un individu pervers sexuel, quelle que soit la forme de sa perversion, ne tient absolument pas compte des conséquences de ses actes. Il se sert de sa victime à la seule fin de son propre plaisir. La plupart du temps, et c'est bien le comble, les filles ressentent de la culpabilité. Elles se sentent évidemment souillées, mais bien qu'elles aient été abusées par le premier homme de leur vie, elles vivent cet acte, qu'il ait lieu une seule fois ou qu'il ait été perpétré pendant des années, comme si elles en étaient coupables. Le travail thérapeutique consiste, pour établir la justice, à les faire passer de ce rôle à celui de victime, victimes qu'elles sont réellement. Pourtant, ce n'est pas si simple. Je n'arrive pas à éprouver de la colère contre mon père à lui en vouloir. C'est comme s'il était un prolongement de moi, je ne peux pas lui en parler en face, je le blesserais. Je ne peux pas lui en vouloir, il n'a pas su se contrôler, ce n'était qu'un geste malheureux. Sont des phrases fréquemment entendues, comme s'il était impossible de se confronter à la réalité. Leur père s'est conduit en véritable prédateur. Lorsqu'elles ont le courage de s'attaquer à eux de manière frontale, elles ont rarement droit à une reconnaissance des faits. Elles entendent des réponses telles que « Oui, bon, d'accord, mais c'était un jeu, tu ne vas pas en faire toute une histoire. » Ou bien « Qu'est-ce que tu me chantes, c'est de l'amour. » Mais qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête, tu es complètement folle. Parler d'inceste quand il n'y a que de l'amour. Oui, et alors? Quand le père reconnaît ce qu'il a fait, la femme peut plus facilement admettre qu'elle n'est qu'une victime. Mais quand le père renie complètement ses actes, ce changement de statut est beaucoup plus difficile à opérer.
Séducteurs abusifs, dépravés, manipulateurs, pervers, ces pères agissent dans le silence, un silence qui cache des mensonges meurtriers. Aucune excuse, aucune compréhension ne peuvent amoindrir la gravité de ces actes, puisqu'il s'agit bel et bien d'un crime dont les conséquences sont gravissimes quand elles ne sont pas irrémédiables tout au long de la vie de ces femmes blessées. Si un enfant est sacré, son corps l'est tout autant et il n'appartient à personne, même pas à ses parents. Pendant longtemps, les victimes abusées par leur père n'ont pas été entendues. Le pater familias avait tous les droits, se les donnait et ils étaient reconnus. Aujourd'hui, la société commence à considérer l'inceste autrement, mais il est tellement difficile pour une femme d'accuser publiquement son père que beaucoup se terrent dans le silence, emprisonnées dans l'humiliation et le dégoût d'elles-mêmes. Elles subissent vaille que vaille le désamour et le non-respect qu'elles éprouvent vis-à-vis d'elles, n'imaginant même pas que la faute puisse être, d'une façon ou d'une autre, réparée, dans la mesure du possible, car les traces sont indélébiles. Sous la culpabilité bouillonne la haine vis-à-vis de ce père monstrueux. Certaines utilisent encore le terme de défaillant, mais il est impropre à un tel acte, car trop indulgent, que pourtant certaines personnes aiment encore. Les mères pas toujours innocentes. Quand les mères ne s'en mêlent pas, nous avons parlé précédemment de cette jeune fille qui, depuis sa plus tendre enfance, rejoignait tous les dimanches matins ses parents dans leur lit. Son père était nu et sa mère se taisant, restant sourde à l'expression de ses angoisses. Souvenez-vous quand sa fille se mettait à pleurer, elle lui donnait des gâteaux. Ce climat incestuel et l'attitude de sa mère ont provoqué de graves dysfonctionnements psychiques et elle faisait régulièrement des cauchemars au cours desquels un vieillard entrait dans sa chambre pour la violer. Devenue une jeune femme, elle panique littéralement à l'idée d'avoir une relation avec un homme. Car il arrive que les mères sachent ce qui se passe et ne disent rien, quand elles ne participent pas à l'horreur. Telle cette mère qui assistait à certains ébats de son compagnon avec sa très jeune fille. Lorsque cette dernière, de longues années plus tard, a trouvé en elle enfin le courage de lui en parler, elle a d'abord frappé en l'insultant, puis elle lui a dit sarcastique « N'empêche, tu prenais bien ton pied, alors ne viens pas te plaindre. » Comment croire en l'amour ? Il arrive aussi que les mères de ces pères, en l'occurrence les grands-mères, protègent farouchement leurs fils, imposant le silence sur leur passage à l'acte, empêchant ainsi que justice soit faite. En adoptant ce comportement, en prenant parti pour son fils, elles condamnent leur petite fille à une humiliation plus grande encore. Le film Festen est à ce sujet édifiant et un grand nombre de thérapeutes suggèrent à leurs patientes victimes d'inceste de le regarder pour qu'elles comprennent que leur mutisme à ce sujet les emprisonne dans leurs blessures. Nous venons de voir que les parents peuvent avoir une part de responsabilité dans les échecs amoureux de leurs filles, une part plus ou moins importante, mais ils ne sont pas les seuls. Les générations précédentes jouent aussi un rôle non négligeable dans l'existence de ces femmes qui éprouvent tant de difficultés à vivre la vie amoureuse qu'elles souhaitent. 5. Le poids des générations, le transgénérationnel. Nous sommes pris dans des fils invisibles qu'il est difficile de dénouer, tant nous n'en avons pas pris conscience. La sacro-sainte liberté à laquelle nous tenons tous et que nous revendiquons, de manière bien légitime, n'est pas si simple à obtenir, car entremêlée dans ces fils qui ont été tissés bien avant notre naissance et qui nous enferment dans un réseau souvent incompréhensible d'obstacles pour vivre heureux. Car ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont tenus secrets et que nous les portons bien malgré nous sans l'avoir choisi. Comme le dit Sigmund Freud, l'hérédité archaïque contient aussi des contenus, des traces mnésiques qui sont laissées par les expériences faites par les générations précédentes. Freud n'est pas le seul à souligner l'importance du transgénérationnel dans le psychisme des êtres humains. L'ensemble des psys reconnaît que si l'inconscient est constitué de vécus oubliés, ces vécus peuvent autant concerner l'histoire de la personne que celle de ses parents ou de ses ancêtres. Françoise Dolto pensait que l'inconscient de la mère et de l'enfant sont très liés et que l'enfant sait, devine et sent les choses familiales sur 2 ou 3 générations. Sans mettre non plus de côté ce que Jung a appelé l'inconscient collectif, c'est-à-dire celui de la société de laquelle nous sommes issus et dont nous méconnaissons trop souvent l'ampleur et de l'influence. Cet inconscient collectif fait partie de l'inné et non de l'acquis. Il est inscrit dans nos gènes. Les transmissions transgénérationnelles. Les transmissions qui semblent les plus logiques et donc les plus faciles à comprendre sont celles qui viennent des parents. Ils possèdent en eux une mère et un père intérieur qui conditionnent ce qu'ils sont en tant que père et mère. C'est ce que l'on appelle un inconscient de lignée, mis en place et perpétué d'une génération à l'autre.
Ainsi, nous possédons en nous 2 lignées parentales qui viennent accréditer le père et la mère actuels. Nous portons en nous des fantômes. Certains sont extrêmement positifs, d'autres perpétuent des blocages et des difficultés qui ne s'expliquent parfois que par cette présence trop longtemps méconnue. Cette forme de programmation ou de conditionnement ressemble un peu aux prédictions des fées lors des naissances princières. Elle comporte en effet un bon nombre de projections parentales, dont nous avons parlé à la page 100. Conscientes et inconscientes sur l'enfant à naître. Sexe, prénom, métier, vie active. Ces projections sont toujours présentes à la naissance de l'enfant, modulées par son sexe. Ils sont conditionnés par une loyauté inconsciente aux membres précédents de la lignée auxquels nul ne semble avoir le droit de désobéir, sous peine de ressentir à un niveau inconscient une forte culpabilité pour haute trahison ancestrale. Olivia. Pour mieux faire comprendre le poids de ces transmissions, prenons le cas d'Olivia. Dernière de 3 enfants, elle est née 1 an après le décès d'un bébé de sexe masculin, Olivier. Le choix de son prénom n'a rien d'anodin, évidemment. Olivia, aujourd'hui âgée de 39 ans, a été élevée comme un garçon et se sent mec. Sa mère voulait absolument un garçon pour remplacer le petit Olivier. Pour plaire à ma mère, je me suis mise dans le clan des mecs. Elle ne se contente pas de vouloir tout maîtriser, très physique. Elle adore se battre, pratique assidûment plusieurs sports de combat et recherche des situations à risque. Très valorisante pour sa mère à qui elle ressemble, elle est très belle. Elle dit avoir parfaitement rempli sa mission car elle a réalisé tous les espoirs que celle-ci avait mis dans le petit Olivier. Mais voilà, si Olivia a brillamment réussi professionnellement dans un milieu d'hommes où elle a dû se battre, sa vie affective est loin de connaître le même épanouissement. Elle raconte aussi qu'on lui a toujours dit qu'elle était le portrait craché, expression est élégante, de sa tante Anne, décédée à 39 ans d'une maladie grave. Au même âge, elle commence à souffrir de maux physiques à la fois douloureux et inquiétants, inexplicables selon les médecins. Regardons de plus près le transgénérationnel à l'œuvre. Olivia est à l'évidence ce que l'on appelle un enfant de remplacement, dans la mesure où elle a été conçue quelques mois après le décès d'Olivier, dont elle porte le nom. Inconsciemment, elle est née pour remplacer ce petit Olivier, venu après 2 sœurs et donc déjà très investi dans son sexe masculin. Elle a vécu une enfance et une adolescence de garçon, et il n'est pas étonnant qu'elle se sente un mec. D'autre part, portrait craché de sa tante Anne décédée à 39 ans, elle commence à se sentir de plus en plus mal physiquement à l'âge où sa tante est morte. Tout se passe comme si elle avait été identifiée à cette tante. Elle a parfaitement bien répondu aux attentes qu'avait sa mère sur Olivier. Le désir secret de cette femme sur son enfant était qu'il connaisse une carrière exceptionnelle. Il serait difficile d'affirmer qu'Olivia est un être libre. Son travail thérapeutique consiste donc à se libérer de ces liens inconscients qui l'emprisonnent dans la vie d'autres personnes, conditionnant sa propre vie et surtout l'empêchant de se vivre elle-même. Prénom, date de conception ou de naissance, désir secret des parents, fantômes d'autres membres de la famille, tous ces éléments font partie du transgénérationnel. Sa mère, dont la propre mère était sa meilleure amie, a voulu faire revivre cette femme à travers sa fille. Sa présence était pour elle à la fois affectueuse et très distrayante. Avec sa fille, elle peut retrouver de tels moments de grâce, le même type de relation heureuse. Le processus d'identification de sa fille à sa propre mère est ici évident. Je pense aussi à Martine, dont la mère vit depuis toujours dans la honte d'être une bâtarde. Elle partage le poids de la honte de sa mère par loyauté inconsciente vis-à-vis d'elle. Énurésique, souillant son lit jusqu'à l'âge de 18 ans, elle vit dans la peur panique que l'on découvre chez elle la moindre trace de souillure. Sa mère s'est de tout temps ressentie comme souillée par sa naissance illégitime. Martine s'est souillée pour rester fidèle à sa mère et refuse sa sexualité sous peine d'être à son tour souillée. Cette sorte de confusion identitaire se rencontre très fréquemment, la relation de la mère à sa propre mère déterminant la nature de la relation de la mère. Je pense aussi à ces innombrables femmes issues d'une lignée de femmes fortes, nous les avons déjà évoquées. C'est la femme qui fait marcher une relation de couple, lui disait la grand-mère de Fanny, ennemie du masculin. Leur solitude semble également issue directement de cette lignée où les femmes tiennent, domptent les hommes, parfois par le sexe, il faut qu'ils le méritent, disait la grand-mère d'Emma, par leur poigne sinon. De génération en génération, la transmission est simple mais efficace. Il en va de même pour toutes ces lignées de femmes abandonnées par leur mari et qui s'étonnent de constater que leurs filles ne se précipitent pas dans le mariage ou multiplient les ruptures. Avec certaines qui connaissent bien l'histoire de leur famille, nous avons pu remonter sur 4 générations de femmes seules, délaissées.
Je pense aussi à Dina. Les femmes de ma famille se sont battues pour avoir l'homme qu'elles voulaient. Certaines ont attendu plus de 10 ans. Elle attend encore. Les grands-mères. Ainsi, l'inconscient des mères n'est pas le seul à intervenir lors de ces transmissions. Celui des grands-mères et des aïeuls possède aussi une influence certaine, à tel point qu'aujourd'hui, bon nombre de psys attestent la thèse selon laquelle l'inconscient des grands-mères maternelles va jusqu'à conditionner le sexe féminin des enfants de leurs filles pour perpétuer leur lignée de femmes. Par obéissance inconsciente à sa mère, cette jeune femme mettra au monde au moins une fille qu'elle chargera à son tour, inconsciemment, de donner naissance à au moins une fille. Et si elle en a plusieurs, elle choisira toujours inconsciemment l'une d'elles pour remplir ce rôle. La différenciation d'avec sa mère, la prise d'indépendance par rapport à ce dictat maternel, paraît impossible à beaucoup de femmes. Elle demande une énergie psychique tellement considérable que beaucoup y renoncent et plient sous le poids de ce destin féminin. C'est ainsi que nous pouvons observer des générations de femmes esclaves, comme la grand-mère et l'arrière-grand-mère d'Hélène et d'autres, ou de mères solitaires. Mes grand-mères et mes arrière-grand-mères ont élevé toutes seules tous leurs enfants, et elles en avaient beaucoup. Anne-Sophie. Ou immatures, ou rivales, ou mal maternantes, etc. Aucune rupture ne viendra rompre cette chaîne qui n'en finit pas, sauf si la fille en question ne se marie pas, ne fait pas d'enfant, en désobéissant à sa mère, à ses aïeuls, et donc en restant seule. Cette fille devenue femme à son tour peut enfin s'alléger de ce fardeau, au prix pourtant bien élevé de son épanouissement affectif, à moins qu'elle ne s'engage sur la voie de la rébellion efficace en choisissant son propre destin de femme. Les secrets de famille. Les secrets sont des tueurs dont la première victime est le bonheur d'exister, mais qui détruisent aussi sournoisement la liberté de penser et le courage d'être soi-même. Le message est clair. Mais de quels secrets s'agit-il ? Dans le cadre de cet ouvrage, il s'agit de secrets qui entourent la naissance, des pratiques incestueuses, des viols et des décès d'enfants, secrets de famille tabous que les enfants portent en eux tout en les ignorant consciemment, avec l'interdiction d'en parler et qui se transmettent de génération en génération. Car il ne faut pas croire à l'innocence totale d'un enfant. Bien malgré lui, il connaît inconsciemment une foule d'événements que sa famille tente vainement de lui cacher pour le ménager, le préserver, pour ne pas aborder des sujets trop blessants pour l'image familiale ou trop porteurs de souffrance, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant décédé. Natalia connaissait de grandes difficultés qu'elle jugeait insurmontables dans ses relations avec les hommes. Elle en a très peur, surtout de ceux qui lui plaisent, comme tant d'autres. Mais tout commença à devenir plus clair quand sa mère lui avoua, pétrifiée de honte, qu'elle avait été violée par son propre père quand elle avait 16 ans. Or, c'est à cet âge que Natalia avait commencé à se sentir mal avec les garçons du lycée. Elle s'était mise à les fuir, alors que jusque-là, tout se passait plutôt bien. Elle avait eu des petits flirts, un grand amour. Elle portait en elle le secret de sa mère. En se taisant, les parents se protègent eux-mêmes. C'est pourtant davantage le silence qui entoure le secret qui est porteur de souffrance que le secret lui-même. Quand Natalia a appris que sa mère avait été violée, elle a enfin compris ses propres réticences à la sexualité. Reprenons l'exemple de Martine. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans qu'elle a su que sa mère ne connaissait pas son propre père. Jusque-là, elle ignorait tout de cette situation, et quand elle questionnait sa mère sur son grand-père paternel, cette dernière mentait, lui disant qu'il était mort pendant la guerre. Mais Martine portait en elle le secret maternel depuis toujours, ce qui explique sa si longue énurésie et son sentiment de souillure. Olivia ne sait que depuis quelques années seulement qu'avant elle était née un petit garçon prénommé Olivier. Claire est la petite fille non reconnue de la servante du château et du châtelain. Sa mère ne s'est jamais remise de cette naissance illégitime et sa fille de 28 ans ne se donne pas le droit d'être heureuse tant que sa mère ne sera pas sortie de sa dépression. Dépression téléguidée par la honte immense vécue par sa propre mère, puis par sa fille, pour qui le malheur de sa mère constituait une très grande blessure. Le secret lui a été révélé il y a 1 an seulement. Depuis son plus jeune âge, Claire consacre sa vie à sa mère. Elle était habitée par le fantôme de sa grand-mère qui l'empêchait de vivre pour elle-même, car le fantôme est le travail dans l'inconscient du secret inavouable d'un autre. Les loyautés familiales. Nous avons déjà parlé des loyautés familiales qui parasitent si souvent l'épanouissement affectif des femmes. L'une des plus prégnantes est le refus d'être plus heureuse que sa mère en amour, ce que certains appellent la parentification. Les exemples sont nombreux. Tout se passe comme si la fille voulait protéger sa mère, la ménager en échange de tout l'amour qu'elle a reçu. Et pour la protéger, elle s'interdit de vivre une vie de femme épanouie. Perle, 45 ans, est un excellent exemple. Par exemple, inconsciente envers sa mère, si malheureuse car mariée à un véritable tyran, infidèle de surcroît, elle est restée célibataire.
Elle vit chez ses parents, n'a aucune vie personnelle, ne travaille pas. Elle est l'esclave de sa famille, comme le reconnaît sa sœur, toujours à la disposition des uns et des autres. Est-il si étonnant qu'elle porte le même prénom que sa mère et sa grand-mère maternelle? Elle dit s'être vouée à sa mère par amour pour elle, par reconnaissance pour tout son dévouement. En réalité, sa loyauté la ligote à cette femme qui la tyrannise. En thérapie, il est frappant d'observer à quel point les obligations de ces contraintes familiales figent les rôles des filles. C'est cette fixation sur un même type de comportement qui alerte le thérapeute et peut orienter le travail sur une recherche transgénérationnelle. Les échecs amoureux répétés, quelles qu'en soient les raisons, peuvent entrer dans cette problématique. Influence des parents, attitude de sa mère, de son père, modèle du couple parental, influence des générations précédentes, transmission, répétition, loyauté, secrets familiaux, enfants de remplacement, fantômes. Ces très nombreux paramètres peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la vie amoureuse des femmes. Des hommes aussi bien sûr, mais ce n'est pas le sujet du livre. Ces facteurs pèsent trop souvent sur ces femmes qui ne comprennent pas et dont personne ne comprend les difficultés qu'elles rencontrent pour être heureuses affectivement. Beaucoup se plaignent aujourd'hui d'avoir voulu protéger leurs parents en ne disant rien, en se comportant de façon conforme, comme Céline. Je me suis infligée de tout réussir pour plaire à mes parents. Élodie le reconnaît, elle n'arrive pas à vivre tant que ses parents sont malheureux. Pourtant, rien n'est irrémédiable et il est possible d'agir pour alléger ce qui semble être une fatalité.